Alors aujourd'hui, quand l'association d'étudiants m'a appelé pour faire une conférence, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à des étudiants qui sont dans la finance et donc qui vont faire carrière dans le contexte actuel. L'idée c'est quand même d'être un peu utile. Et une chose qui m'est venue assez rapidement à l'esprit, c'est les faux prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'économie, comme je le raconte assez souvent, le problème, c'est qu'on a des faux prix qui se baladent sur le marché et qu'un marché faussé, par nature, c'est encore un peu plus compliqué d'intervenir sur un marché qui est faussé. Donc du coup, je me demandais, mais en fait déjà, qu'est-ce que c'est que de gagner de l'argent sur les marchés? Parce que on cherche beaucoup d'économistes ou de financiers qui savent gagner de l'argent. On en trouve beaucoup en fait qui nous expliquent comment ça marche. Donc des professeurs, des conseillers, il y a toute une ribambelle dans la fonction financière de gens qui sont prêts à vous vendre des conseils. Mais quand on leur demande d'être payé au pourcentage, entre guillemets, avec mon banquier, j'ai déjà essayé, ça n'a jamais marché. Donc c'est Charles Gave qui m'expliquait une fois que c'était à la Banque fédérale canadienne, je crois. Il cherchait un économiste pour faire un travail sur le marché obligataire et dans le profil de poste, donc c'est des postes assez élevés, hein, on ne fait pas ça à 20 ans, il disait qu'il fallait que le gars en question tienne un portefeuille obligataire, histoire de vérifier si ce qu'il disait, ça fonctionnait. Et ils n'ont pas trouvé, en fait. Tous les gens qu'ils ont reçus ont refusé de se mouiller. Donc on va voir pourquoi est-ce que les économistes ne s'intéressent pas au marché. Souvent, vous allez en entendre théoriser sur tout un tas de théories économiques, expliquer le marché, la demande, l'offre, etc. Mais après, quand on leur demande, oui, alors du coup, à long terme, là, à 10 ans, on va monter, on va baisser, faut investir sur quoi? Et il y a beaucoup moins de monde. Alors, un des premiers problèmes que j'identifie, c'est que l'économie, déjà, ce n'est pas une science dure. Si on construisait des théories économiques comme on construit des ponts, ce serait bien pratique parce que une fois qu'on aurait trouvé quelque chose, on pourrait s'appuyer dessus et puis voilà, une fois qu'on aurait trouvé la loi de je sais pas quoi, on roulerait dessus comme les voitures passent sur les ponts. Mais malheureusement, c'est pas le cas, ça marche pas. Donc l'économie n'est pas une science dure parce que ce que l'on devine, ce que l'on pense, ça a tendance aussi à fluctuer dans le temps. On verra ça tout à l'heure. Alors, il y en a qui se demandent si l'économie, c'est pas un peu un art mystique, comme la numérologie ou, je sais pas moi, la voyance sous toutes ses formes, parce que il y a effectivement dans le monde de la finance des gens qui voient des choses dans les graphiques, en disant oui, alors là, je vois dans ce graphe de cette journée que si on passe la résistance de 60, éventuellement ça va rebondir, mais peut-être pas. Et du coup, quand on leur demande, mais alors on achète ou on vend, ou on fait quoi là maintenant? Ils disent ça dépend. Donc il y a un côté où quelque part on peut vraiment se demander si c'est un art mystique, mais en réalité c'est pas le cas non plus quand on essaye de faire les choses un peu sérieusement. Parce que en réalité l'économie c'est une branche de la logique. Et la logique donc c'est l'étude de la vérité et de la cohérence du discours du moins. Donc on va voir ce que ça recouvre. Et le pire après dans tout ça, c'est que l'économie est soumise à ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que lorsqu'on va découvrir quelque chose, les autres vont le savoir et des fois, du coup, c'est plus vrai. Alors ça c'est pénible. C'est vraiment pénible. Du coup, intervenir sur les marchés, c'est accepter de prendre des risques. Avant tout, parce que on travaille sur des sciences qui ne sont pas dures, on travaille sur des choses qui fluctuent, on n'a pas de possibilité de tester en laboratoire et d'avoir des mini-continents européens, des mini-marchés américains ou des mini-planètes pour tester tranquillement ces hypothèses comme on peut le faire en labo. Donc on prend des risques. Et forcément, quand on prend des risques, on prend aussi la responsabilité et on sait qu'on va se planter régulièrement. Donc on commence à comprendre un peu mieux pourquoi les économistes préfèrent donner des conseils plutôt que de s'investir eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir de ça? C'est compliqué et la chose la plus pertinente que j'ai trouvée dans tout ce que j'ai lu, c'est le temps. C'est-à-dire que
le temps va agir comme un filtre et globalement, ce qui est nouveau et fragile, c'est Nicolas Taleb qui explique ça, parce que y a énormément de choses nouvelles. Je peux vous sortir des tas de nouvelles idées à la journée, voilà, pas de problème. Par contre, ce qui va rester à 1 an, à 10 ans, à 1 siècle, à 2000 ans, comme la Bible par exemple, c'est des trucs, ça commence à être un peu velu. C'est-à-dire quand ça a résisté 10 ans ou 20 ans ou 1 siècle, on peut se dire que si ça a perduré, si on l'a gardé, c'est qu'il doit y avoir quand même des choses un peu de valeur dedans. Alors ça ne marche pas tout le temps, mais la probabilité de trouver des choses de valeur dans ce qui a passé le filtre du temps est plus importante que dans tous les garages de la Silicon Valley où vous avez 40 idées à la journée et des Google, il n'y en a pas 40 par jour. Et le problème là-dedans aujourd'hui quand on intervient sur les marchés, en plus, c'est qu'on est dans un monde de faux prix. Alors c'est d'autant plus embêtant parce que imaginez qu'un physicien en laboratoire il fasse des expériences sur la température d'ébullition de l'eau, puis qu'il y a un petit malin qui s'amuse à dérégler les instruments et du coup quand il mesure un coup l'eau elle bout à 100 degrés et puis après elle bout à 110, puis après elle bout à 80 et puis à chaque fois qu'il recommence c'est différent. C'est pénible pour faire des expériences et pour savoir dans quoi on se situe. Donc les faux prix est un vrai problème pour les financiers et les gens qui cherchent à comprendre comment fonctionnent les marchés. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive à ces faux prix? Déjà, il y a quelque chose d'intéressant, c'est l'évolution des taux d'intérêt d'emprunt à 10 ans des différentes zones du monde. C'est quelque chose qui est très, très intéressant parce que vous voyez, quand je vous disais le filtre du temps, là, moi je vais jusqu'en 1955, je démarre, jusqu'à 2010, mais on pourrait continuer un peu et si on continuait la courbe, en fait, voilà, elle serait là, quoi, elle sera à 0 derrière. C'est intéressant parce que les banques centrales se servent des taux d'intérêt pour réguler les cycles économiques. Donc le principe, le grand principe qui a été donné notamment par Keynes et par tout un tas d'autres économistes, c'est-à-dire que l'économie comporte des cycles. Alors il y a des cycles longs comme les cycles de Kondratiev qui font 50 ans et qui sont liés aux innovations technologiques. Bon, c'est pas de cela qu'on parle, mais des cycles courts sur quelques années. Kitchin et Juglar notamment qui en ont parlé. Et l'idée, c'est que, à un moment, les entrepreneurs, ils sont très optimistes, alors ils lancent plein de projets, et puis après, ils se plantent, ou alors on a surévalué les prix, ou alors, voilà, pour tout un tas de raisons, on se rend compte qu'on est au-dessus de ce qu'on peut faire, et à ce moment-là, on enchaîne le cycle de faillite, qui va purger, en fait, tous les mauvais, les boiteux, ou les gens qui n'ont pas eu de chance, parce qu'entrepreneur, c'est pas facile, et il n'y a pas que des mauvais, il y a aussi des gens qui n'ont juste pas de chance, qui n'ont pas trouvé le bon marché, etc. Et là, hop, on amorce un cycle de récession. Et le problème, c'est que autant les phases de croissance, on aime bien ça, autant les récessions, on préfère les éviter. Et les banques centrales ont pris pour politique de manipuler les taux pour dire, voilà, quand l'économie est en bonne santé, on va monter les taux d'intérêt parce que ça va éviter qu'il y ait des bulles qui se créent. Parce qu'il y a trop d'argent dans l'économie quand les taux sont bas et qu'on peut s'endetter, et forcément on le fait. Et si on est en croissance, tout le monde investit dans n'importe quoi. Si on monte les taux, ça sélectionne les projets. Seuls les projets avec des rendements élevés peuvent prétendre à faire un emprunt. Donc on monte les taux quand l'économie va bien. Et quand les cycles économiques, on sent qu'ils commencent à repartir à la baisse, à ce moment-là, on baisse les taux d'intérêt pour tenter d'amortir la crise. Ça, on l'a tous entendu. Et du coup, on a au moins l'impression de pouvoir piloter le cycle économique en se disant, les récessions, on va les éviter et puis on va profiter des phases de croissance et ça va bien se passer. Et on le voit très bien sur ce graphe, parce qu'on a des belles hausses et des belles baisses. Une autre chose intéressante aussi sur les taux d'intérêt à 10 ans, c'est que ça représente la croissance d'un pays. Les taux d'intérêt à long terme représentent la croissance d'un pays à long terme. Ça, c'est la règle d'or de Maurice Allais. Et là, du coup, on voit, on a deux problèmes. Parce que les taux d'intérêt à court terme, ils suivent à peu près la même pente.
on a deux problèmes. C'est qu'on se rend compte que finalement, la croissance à long terme, sur le long terme, on voit que ça a quand même tendance à baisser depuis la fin des années 70. Et l'autre problème, c'est que le pilotage des taux d'intérêt, on se dit, ok, bon, ça n'a pas l'air de marcher si mal, mais à chaque fois, on remonte moins haut que la fois d'avant. C'est-à-dire que la question qu'on se pose tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à zéro, quoi. Le jour où on est à zéro et qu'on ne peut plus piloter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qu'on est en train de vivre. Nous vivons une époque de transition, de changement, on est en changement de phase. On voit sur le graphe, à partir de 2001, là, c'est le moment où on a commencé les politiques d'argent gratuit, que j'appelle d'argent gratuit, c'est-à-dire on a baissé les taux d'intérêt, et quand l'argent vaut zéro, en taux actualisé de l'inflation, en 2000, pour arriver à des taux à zéro ou pas loin, il fallait les soustraire à l'inflation, ça veut dire qu'on peut investir dans n'importe quoi. Quoi que ce soit qui a une rentabilité positive, même de 0,1 ou 0,2%, ce qui est quand même un business très précaire, si je peux emprunter à zéro, je peux financer. Et puis en réalité, si je roule ma dette, je peux même emprunter à zéro tout court. C'est-à-dire que j'emprunte à zéro, je vais voir mon banquier, je vais prendre l'argent, et puis quand je lui dois l'argent, je lui dis tiens, je te le rends et puis refais-moi un prêt. C'est ce que font les États. Les États, ils roulent leur dette. C'est-à-dire qu'à chaque échéance, quand ils doivent l'argent au banquier, parce qu'un État ne paye que les intérêts chaque année, et puis au bout de 5 ans, 10 ans, ou selon la maturité, le banquier lui dit je veux revoir mon argent. Il lui dit attends, on va pas se fâcher, reprête-moi la même somme, et puis moi je continue à te payer les intérêts, et on repart. Alors en général, ça actualise le taux d'intérêt sur l'emprunt. C'est-à-dire que si vous aviez un emprunt qui valait 1%, et après peut-être que les taux ont monté, donc quand vous allez rouler votre dette, vous allez le payer à 2. Donc voilà, il y avait une variation sur les taux d'intérêt. Mais si c'est zéro, zéro on s'en fout, je peux emprunter à vitam aeternam. Et voilà, donc on sent que ça va commencer à poser problème, et on a amorcé cette pente-là à peu près début des années 2000. Et il y a quelque chose de très parlant, c'est tout simplement les cours de l'or. Donc on voit bien que les cours de l'or ont commencé à exploser en même temps qu'on a commencé les expériences monétaires à échelle mondiale d'intérêt bas, très bas, voire à zéro. Et voilà, jusqu'en 2012, ça a explosé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2012, mais on a la Banque Centrale Européenne, notamment Mario Draghi, qui nous a dit pouvez-vous arrêter de jouer tout de suite, je ferai tout ce qu'il est en mon pouvoir pour que la zone euro tienne. Alors là, ça calme tout le monde. Quand vous avez un banquier central, c'est le mec qui a le plus gros chéquier du monde, qui vous dit qu'il fera tout ce qu'il faut pour que ça tienne, vous ne jouez pas contre. C'est-à-dire que voilà, c'est une règle, les banques centrales sont toujours plus longtemps solvables que vous. Bon, sur l'or, il y a aussi d'autres phénomènes qui rentrent en jeu, comme l'or papier qui vient manipuler les cours, voilà, il y a pas mal de choses. Pour autant, l'or n'est pas retourné au tapis, et ça c'est intéressant. On pouvait s'attendre, et il y a beaucoup de gens qui le disaient là en 2012, ouais mais l'or il était à 200 $ l'once en 2000, il y retournera aussi vite quand les choses se seront tassées. Eh ben non, en réalité il a buté sur une limite, pas très basse d'ailleurs, parce que de 200 on est passé, alors je parle en onces, là les prix sont exprimés au kilo, mais de 200 $ l'once d'or, aujourd'hui on est à peu près vers les 1300. Donc, et on est monté à 1005, 1006 en dollars au plus haut. Et donc on voit bien que 1008 pardon. Mais on voit bien que les prix de l'or se sont pas effondrés. Il y a eu une baisse, mais ils se sont pas effondrés. C'est-à-dire que les gens, ils y croient pas non plus. Il y a une crainte pour avoir une once à 1200 $. Il faut quand même derrière que le trouillomètre il soit assez élevé. Voilà. En Europe, il s'est passé une autre chose en même temps que ça. Alors ça, c'est un phénomène mondial. Maintenant, on repasse en Europe. C'est tout simplement l'arrivée de la zone euro. L'arrivée de la zone euro, c'est la zone grise là sur le graphique. Ça commence avant 2000 parce qu'avant 2000, il y avait déjà le traité d'Amsterdam et puis Maastricht qui avait déjà bien entériné des dates. Et on savait, voilà, c'était le moment de la convergence, ça a démarré un peu avant. Bon. Et il se trouve qu'en Europe, ce qu'on s'est dit,
on se dit, bah, nous, on a une bonne idée, on va fixer les taux de change entre tous les pays européens. C'est-à-dire que les Italiens, les Allemands, les Espagnols, tout ça, on va fixer le taux de change, on va les arrimer. Donc il n'y aura plus de variations possibles entre les monnaies. Et là, avec une banque centrale européenne, il y a ce qu'on appelle l'effet euro, ce que j'ai appelé la nuit de noces. C'est que tous les taux d'intérêt de chaque pays, au moment où on a un peu commencé à casser le thermomètre, ont convergé vers les taux de l'Allemagne. Sauf que, bon, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, de base, on sent bien que c'est quand même pas tout à fait la même rémunération quand j'investis sur un Allemand ou que j'investis sur un Grec. Mais le projet européen, c'était ça. C'était de dire, de toute façon, on va poser les critères de Maastricht sur le déficit, sur la dette, et puis ça va bien se passer parce que les économies vont s'aligner sur les unes par rapport aux autres. On va fixer les taux de change, on va fixer les contraintes des budgets des États, et du coup, tout va se mettre en ordre, les salaires vont s'aligner, la productivité va monter là où elle n'est pas, parce que les pays vont bénéficier de taux d'intérêt plus faibles, parce qu'on va bénéficier d'un tas d'effets par rapport à la monnaie. Mais le plus complexe là-dedans, ça a été d'accepter que les Grecs allaient devenir des Allemands. C'est-à-dire qu'ils allaient s'aligner sur il y allait avoir un modèle européen. Sauf que le problème, c'est qu'en France, déjà, on voit bien que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, entre la Corse, Paris, Lyon et la Bretagne, si vous voulez, il ne se passe pas tout à fait la même chose en termes économiques. Et chaque année, au travers des budgets régionaux, nationaux, ils n'arrêtent pas de s'empailler là-dessus à chaque fois pour savoir je te dois combien, tu me dois combien, qui finance les écoles, les machins, les trucs. Il y a une solidarité budgétaire, c'est-à-dire qu'on envoie de l'argent en Corse. Bon, je ne vais pas me fâcher avec les Corses parce que voilà. En Bretagne, tous les ans, on envoie de l'argent en Bretagne parce que sinon, ça ne marcherait pas. La Bretagne s'appauvrirait. Donc, on voit bien que déjà à l'échelle d'un pays, ça ne peut fonctionner une monnaie unique, à l'époque le franc, parce qu'il y a une solidarité budgétaire. On n'a pas réussi à faire un alignement de la productivité entre la Corse, la Bretagne et Paris. Mais en tout cas, entre 2000 et 2008, ça se passait. On ne voyait pas les choses. Si on ne regardait pas la balance Target 2 dont on parlera tout à l'heure, ça se passait. Donc déjà, on a deux faux prix dans le système. Déjà, les taux directeurs tendent vers zéro. Donc quand les taux d'intérêt aux États-Unis tendent vers zéro, toujours, on voit bien, hein, ça c'était la dernière grande remontée après la bulle Internet des taux, et puis après on est parti à zéro et on l'a légèrement quitté en ce moment. Si on prolonge le graphe, aujourd'hui on est à peu près à 2,25, on est là quoi. Voilà. Donc vous voyez, la courbe elle est bien toujours dans le même sens, ça n'a pas menti. Donc des taux d'intérêt à zéro en économie, c'est pas possible. On sent bien que si le prix de l'avenir vaut zéro, ça marche pas. Donc on peut quand même se dire que c'est un faux prix. Si on laissait le marché faire, si la Fed disparaissait demain, on sent bien que ça resterait pas à zéro. Le premier faux prix. Et donc depuis 2000, la tendance de ces taux, ça a été pour toutes les banques centrales. C'est pas seulement la Fed. C'est assez impressionnant de voir comme les politiques sont coordonnées. Jusqu'à quel point, on ne le sait pas trop, mais globalement, la tendance, les pentes et le résultat est le même. Donc c'est un faux prix mondial sur un prix très important. On en reparlera de pourquoi c'est important le taux de change, le taux d'intérêt. Alors à quoi ça sert un taux de change? Un taux de change, ça vous dit précisément ce que vous devez acheter à l'étranger et ce que vous devez produire chez vous. Typiquement, si pour le marché des voitures avant en Europe, la Mercedes allemande, elle est de bonne qualité, elle marche bien, elle est chouette, tout le monde en veut, sauf que le marque, il est à 3 francs. Donc forcément, on n'en achète pas tous les jours. Et ça dit que pour satisfaire la demande des gens qui ont besoin de voitures et qui sont smicards ou qui ont un revenu médian, eh ben, Renault et Citroën ont un marché intérieur s'ils produisent des voitures abordables.
Et alors, a priori d'un peu moins bonne qualité, hein, mais en tout cas, voilà, ça équilibre le commerce. Ceux qui peuvent aller en Allemagne et ceux qui ne le peuvent pas achètent en France. Et au niveau du pays, ça a une vertu beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire que ça équilibre les balances des paiements entre les deux pays. Si un pays a une productivité et une qualité extraordinaires, c'est formidable, ils sont géniaux. S'ils vendent des voitures dans toute la planète, mettons que l'Allemagne vend en Angleterre. Bon. Si les voitures anglaises sont toutes pourries, bah, les Anglais ils vont en acheter. Mais le problème c'est à un moment comment je paye. Si je paye en livres sterling, bon, les Allemands ils sont bien contents avec des livres sterling, mais s'ils en font rien, ça va pas leur servir à grand chose. Une monnaie ne vaut que si on s'en sert. Et les Allemands, ils peuvent pas payer, ils peuvent pas faire leurs courses en livres sterling à la boulangerie du coin. Donc logiquement, il faut que les livres sterling, elles repartent en Angleterre. Les livres sterling qui sont partis en Allemagne. Donc je sais pas moi, admettons qu'ils achètent du cheddar, des pulls, et puis je sais pas quoi, moi, des trucs anglais. Il faut que les deux s'équilibrent. Parce que si vous n'avez pas des flux équilibrés entre deux pays, eh ben, il y en a un qui va devoir de l'argent à l'autre, à long terme. Alors au début, ponctuellement, on peut accepter de faire crédit parce qu'on est sympa. Mais au bout d'un moment, quand on doit de l'argent à quelqu'un et qu'on ne le paye pas, eh ben, ça crée des tensions. Et ça, c'est un truc qu'on comprend assez facilement. Le taux de change est là pour régler ça. Si vous envoyez trop de marchandises dans un pays, ça veut dire qu'en face, ils vont vous donner de la livre sterling, ils vont en sortir de toutes les poches. Et les Allemands vont dire « Ouais, non, mais c'est bon, on en a eu assez, donc maintenant, moi, pour un marque, je ne veux pas une livre sterling, j'en veux 2. » Voilà, parce que j'en ai trop. Et puis, si ça continue, j'en veux 3. Et ça va permettre de réguler. Il y aura moins de voitures qui partiront, moins de produits allemands qui partiront en Angleterre. Et du coup, bah, ça va s'équilibrer avec ce que les Anglais peuvent envoyer en Allemagne. Voilà, en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que ça s'équilibre au niveau mondial. C'est-à-dire que les Anglais, ils peuvent peut-être rien vendre aux Allemands, mais ils vont vendre aux Français, et puis les Français, voilà, ils vont servir d'intermédiaire, et eux, ils achèteront aux Allemands, donc ça va revenir. Mais n'importe comment, une bonne balance des paiements sur un pays, elle est ni en excédent, ni en déficit, elle est équilibrée. Dans un monde idéal où tout se passe bien et tout le monde est avec une économie qui tourne bien, c'est équilibré. Donc, que se passe-t-il si vous truquez le taux de change? Bah, de fait, on organise une dette d'un pays envers l'autre. On organise donc, si on continue, un transfert de richesse. Et c'est ce qu'on constate notamment entre l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, c'est que, vu que le taux de change est fixe, eh ben, on va avoir les Italiens et les Allemands les Italiens et les Espagnols qui vont acheter des produits allemands, donc ils vont envoyer des euros. Sauf qu'en face, il n'y a rien qui repart d'Italie pour aller en Allemagne. Donc, à un moment, quelque part, il y a une dette. Et cette dette, ça constate un transfert de richesse. C'est-à-dire que ce qui aurait pu être produit en Italie, eh ben, du coup, c'est acheté à l'étranger. Donc, l'usine en Italie ferme. Et ce qui a été... Et en face, en Allemagne, comme il n'y a pas de taux de change variable, il y a une dette qui s'accumule. Donc vous voyez, vous avez d'un côté des usines qui ferment et de l'autre une dette qui augmente. C'est un problème. Et ce problème-là, cette année, il y a un article qui est sorti. Alors c'est un article un peu taquin, c'est le Centre politique européen, c'est un institut allemand qui a expliqué que les Français avaient paumé en moyenne 56 000 € par ménage, je crois, ou par Français, je ne sais plus, entre 2000 et 2019 aujourd'hui. Donc il y avait un transfert de richesse entre la France et l'Allemagne de 56 000 € par personne. Ah, ça on n'y aime pas quand même, parce que voilà, l'euro c'est quand même un sujet compliqué. Quand on vous dit que ça vous a coûté 56 000 € par tête de pipe, ça agace. Alors, ils se sont intéressés un peu plus à la méthode et effectivement, la méthode avec laquelle ça a été calculé, c'est une méthode d'économétrie qui est quand même pas très fiable et en fonction de ce qu'on met dedans, on peut avoir un résultat et son contraire. Ça consiste à comparer des périodes économiques d'un pays comme la France, l'Italie, etc. avec d'autres pays à l'étranger qui vivent des périodes dites similaires et on essaye de faire des comparaisons là-dessus.
Bon, on n'est pas loin d'additionner des choux et des carottes. Donc c'est vrai que la méthode a été très contestée et puis en plus ça a tellement fait réagir que voilà, on a immédiatement tiré dessus en disant non, attendez, la méthode là ça va pas du tout, en fait c'est pas ce qui se passe. Voilà. Alors du coup à l'Institut des Libertés, il y a Charles Gave qui s'est amusé à faire l'expérience, à essayer de calculer la même chose avec une méthode complètement différente. Et lui, ce qu'il a fait, c'est un truc qui est beaucoup plus simple, hein, ça peut se faire très facilement chez soi avec un tableur Excel. Vous prenez la tendance historique de PIB par habitant depuis 1960 jusqu'au début de l'euro, jusqu'en 2000, donc sur 40 ans. Donc à 40 ans, vous avez quand même une tendance forte et une tendance longue. C'est les courbes en pointillés qui sont en bleu. Ensuite, cette tendance, il se dit, bah, si ça a marché pendant 40 ans, a priori, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche plus voilà, les 15 ans après. On devrait au moins tourner autour de cette tendance. Et il a rapporté ça donc, au PIB par tête des Pays-Bas, de la France et de l'Italie. Et l'idée, alors pourquoi il a pris les Pays-Bas? Parce que l'Allemagne, en 89, on a eu un petit problème de mur de Berlin et on ne peut pas vraiment comparer l'Allemagne avant 1989 avec l'Allemagne après 1989. En termes de tendance, on n'est pas bon. Quand on fait une tendance 1960-2000, voilà, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest n'est pas du tout la même économie, ça n'a pas du tout la même tête qu'après. Donc les Pays-Bas, c'est un pays qui est similaire dans son histoire économique et dans sa tendance économique à l'Allemagne. Donc faute de grive, on mangera du merle et il a pris les Pays-Bas. Bon, ce qu'on voit, c'est que les Pays-Bas tournent autour de leur tendance historique. Hein. Il n'y a pas vraiment de grandes surprises. On voit qu'en France, à partir de 2000, alors un peu plus tard, après 2000, on a une rupture de tendance en 2008. Et là, effectivement, on s'éloigne structurellement de la tendance. Et en Italie, ça part de beaucoup plus près, voilà, ça part avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces calculs grosse maille, comme on dit, il vaut mieux avoir raison de façon vulgaire que précisément tort, il retombe sur ce chiffre de 56 000 € en France par tête de pipe. Donc, on commence à se dire que, bon... alors je crois que c'est 80 000 lui qui trouve par personne au lieu de 56, mais on est dans le même ordre de grandeur et ça fonctionne pas mal. On trouve une ressemblance étonnante. Donc voilà, tout ça pour dire que ce que l'on suspecte et ce qui est compliqué à calculer, on a quand même de bonnes raisons de chercher de ce côté-là. Et donc ces deux façons de compter, on peut immédiatement les mettre en relation avec ce qu'on appelle Target 2. Donc ça, c'est la balance des paiements intra-européennes. Ouais, c'est un truc pénible. L'idée, c'est que ce que je vous expliquais, quand un Italien achète une voiture allemande, le chèque en fait passe de Monsieur Toto, de l'italien, il repasse à la banque italienne, ça part à la Banque Centrale Européenne et ça retombe en Allemagne. Donc ces paiements intra-européens, ils passent par la Banque Centrale Européenne. Du coup, la Banque Centrale Européenne, sympa, s'est proposé de les compter et d'avoir une ardoise pour savoir où en sont les échanges entre pays. Et là, ce qu'on voit tout à l'heure, je vous disais, vous voyez, quand on a un taux de change fixe avec des économies qui sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'on n'équilibre pas les échanges, il y a une dette qui se crée. Bah, là, vous avez l'équipe des verts foncés et des bleus clairs, donc l'Espagne et l'Italie, avec une ardoise d'à peu près 1000 milliards d'euros hein, quand même, en 2019, il est à jour, qui doit 1000 milliards d'euros à l'équipe des bleus foncés, et l'équipe des bleus foncés, c'est l'Allemagne. Et en fait, ça, on peut se le représenter exactement comme notre histoire de Paris et de Corse. C'est-à-dire qu'ici, grosso modo, vous auriez la Corse, et puis là, ben, vous auriez la région Île-de-France, quoi. Et le problème, ben, c'est que les Allemands, ils ne veulent pas renvoyer l'argent en Italie et en Espagne. C'est-à-dire qu'en France, bon, ben, entre régions, on est sympa, on s'aime bien, on pense qu'on est une nation. Donc ça vaut le coup d'être unis au-delà de nos problèmes financiers et on veut bien payer le RSA, les routes, les machins aux Corses. Et du coup, on renvoie de l'argent en Corse. Là, c'est pas le cas. Chaque année, les Allemands, ils regardent Target 2 puis ils disent quand même là, 500 milliards, les Italiens, ça commence à faire cher. Bon, faudrait y regarder.
Et on a des consignes européennes qui arrivent sur le droit du travail, sur les retraites, sur ce qu'on appelle les politiques d'harmonisation économique en Europe. Mais le but de tout ça, en fait, c'est d'aligner les économies. C'est de transformer les Italiens en Allemands. Parce que les Allemands ne veulent pas devenir des Italiens. Voilà. Et le but pour résorber aussi cette balance. Parce que tant qu'on est dans la zone euro, en soi, ça n'a pas de conséquences financières immédiates. Vous avez une balance des paiements. Voilà, bon, de toute façon, on s'en fiche, on a la même monnaie. La conséquence de ça, on le verra plus tard, elle se porte sur les tissus économiques. Parce que forcément, si tout cet argent-là, ils l'ont dépensé dans d'autres pays, les Espagnols et les Italiens, ils ne l'ont pas dépensé chez eux. Donc s'ils ne l'ont pas dépensé chez eux, ça fait quand même un trou dans la raquette. Et en termes d'entreprise, de consommation, etc., on sent que ça ne marche pas. Voilà. Mais tant que la zone euro tient, bon, voilà. Par contre, le jour où les Italiens, et les Italiens en l'occurrence, parce que c'est plutôt d'actualité chez eux, avec leur gouvernement, décident de sortir de la zone euro, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, les Allemands ils vont toquer à la porte en disant avant de partir, ce serait sympa de nous régler les 450 milliards que vous nous devez. Et là, le gros risque, c'est que les Italiens disent il n'y a pas de problème, on vous les règle, mais on vous les règle en lire. Et la lire, vous savez, ça vaut plus que ça vaut. Donc, au lieu de renvoyer 450 milliards de Deutschmark, parce que si jamais la zone euro explosait, on pourrait dire que le jour où ça explose, tout vaut 1 pour 1, un Deutschmark 1 euro, un franc 1 euro, une lire 1 euro. Et puis le mardi d'après, la lire, elle vaut 40%, 50% de moins, le mark 30% de plus, voilà. Donc le problème, c'est que si jamais les monnaies sont dévaluées, ça s'appelle être remboursé en monnaie de singe quelque part, et ça s'appelle se faire enfler. Et quand vous vous faites enfler de 10, 20, 30% de 450 milliards, rien que pour l'Italie, à un moment ça ne marche pas. Alors il y a des astuces comptables, on pourrait s'en sortir en disant oui mais la dette elle reste coincée au niveau de la banque centrale, c'est un jeu d'écriture, on la laisse, une banque centrale peut avoir un bilan négatif, etc. N'empêche que l'argent ils ne le reverront pas. Donc ça pose un problème. Et donc c'est pour ça que le gros problème de fond de la zone euro, c'est que c'est un système monétaire qui ne correspond pas à la réalité économique de sa zone. L'Europe n'est pas un pays. Il n'y a pas de solidarité budgétaire, il n'y a pas d'Europe sociale, comme on dit, il n'y a pas le même droit du travail, il n'y a pas le même. Donc ce n'est pas un pays, donc il ne peut pas y avoir les mêmes solidarités monétaires. Et pourtant, et en même temps, comme dirait notre président, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on a un taux de change fixe. Donc on a des économies hétérogènes liées avec un taux de change fixe. C'est ça le problème, et c'est pour ça que les gens qui disent ça ne marche pas, vous en trouvez à gauche et à droite sans aucun souci, parce que ce n'est pas un problème politique ou un problème d'opinion, c'est un problème technique. Le problème de l'euro est avant tout technique. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il y a 3 solutions, et j'en vois pas une 4e, hein, mais si vous en avez, je suis ouvert. La première, c'est la Fédération européenne, et ça, c'est ce qu'on nous vend depuis 1957, hein, depuis la création de l'idée européenne. Donc, quand moi j'entends Fédération européenne, j'entends solidarité budgétaire. Une fédération, voilà, moi je veux bien être fédéré avec quelqu'un, mais si on ne partage pas l'argent, ça, voilà. Donc, la solidarité budgétaire, ça consiste à dire que les Allemands transfèrent 8% de leur PIB à peu près chaque année à tous les pays du sud de l'Europe. Et voilà ce que ça peut donner, quoi. C'est-à-dire que, ouais, ok, l'argent revient, pas de problème. et puis voilà, ça consiste à financer les pays du Sud sans contrepartie. Et là, les Allemands râlent, quoi. Sur le principe, ça leur va pas trop quand même, de bosser comme des tordus pour que les gars en dessous ils aient un RSA++ et des solidarités sociales et financières. Bon, ça les emballe pas les Allemands, quoi. Dans le sud éventuellement ça pourrait se traiter, mais pas dans le nord, quoi. La deuxième solution, donc ça c'était le rêve européen de base, la solidarité budgétaire. La deuxième solution qu'on a mis en pratique depuis 2012, même 2010, c'est l'austérité que j'ai appelé le chemin de croix.
D'ailleurs, qu'on dit, bon, bah, si l'harmonisation, elle se fait pas toute seule, eh ben, on va y aller au forceps. On va la faire nous-mêmes. Si les planètes ne s'alignent pas, on va y aller au cric et puis ça va marcher quand même. Donc, on a vu ce que ça a donné en Grèce. Typiquement, en Grèce, on leur a dit, les gars, ça va plus, il faut rentrer dans le rang, il faut bosser, il faut payer les impôts, il faut remettre les gens au boulot, ça va plus. Et voilà, on a, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais le PIB de la Grèce, effectivement, il est redescendu méchamment. Et je crois que c'est 30 ou 40% de baisse. Et globalement, le PIB de la Grèce est revenu à son niveau d'avant entrer dans la zone euro. Sauf que, il y a eu tout un tas d'effets délétères. C'est-à-dire que l'austérité, ça consiste à dire on va baisser les indicateurs économiques, les salaires, les retraites, les machins, jusqu'à ce que ça corresponde à la productivité du pays. Et si ce n'est pas le taux de change qui régule la balance, enfin les échanges entre les deux pays, eh ben, ce sera les revenus des gens qui vont l'équilibrer. Quand ils n'auront plus de thunes, ils ne pourront plus s'endetter pour nous acheter nos trucs. Ils seront bien obligés de se mettre à travailler. Alors c'est une solution qui n'est pas très populaire. Et le problème aussi, c'est que ça a tendance à amener une pauvreté dans le pays qui est différente. Alors je dis différente parce que dans un pays, quand vous avez une productivité pas terrible, bah, vous êtes un pays pauvre, hein, globalement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais quand vous êtes un pays pauvre avec un taux de change, vous avez une production intérieure, je sais pas, parce qu'ils produisent de la feta, des bagnoles, ou, enfin, tout ce qui est produit en interne, ça reste accessible à la population parce que bah, elle s'arrange avec son niveau de vie, quoi. Si vous mettez un taux de change fixe, eh ben, les gens qui ont les moyens vont pouvoir aller acheter à l'étranger. Donc il y a pas mal, pour les gens qui ont les moyens, l'euro en Grèce, ça s'est bien passé. Hein. Je veux dire, ils ont effectivement accès à beaucoup plus de produits de meilleure qualité pour moins cher. Ils ont gagné en pouvoir d'achat. Par contre, les gars qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont plus de travail, donc qui n'ont plus accès à la participation à la création de richesse, eh ben, eux se retrouvent exclus et plongés dans une misère très forte parce que l'industrie locale qui faisait le minimum local n'est plus là. Et aujourd'hui, on le voit bien, le taux de chômage chez les jeunes en Grèce, c'est 50%. Le taux de chômage moyen, je crois qu'il est entre 25 et 30%. Donc c'est ça le problème en fait, avec un taux de change fixe et des économies hétérogènes quand on règle ça par l'austérité. Alors autant vous dire que ce n'est pas du tout populaire. Les Italiens, ils voulaient bien s'appauvrir tous les 5 ans avec des dévaluations avant l'euro, hein, ça ne leur posait pas de problème, et puis on le savait, hein, on savait, la lire, bon, hein, je me souviens, la lire, c'était des billets de 1000, des billets de 5000, bon, ça choquait personne, on savait quand on avait de la lire, il ne fallait pas la garder trop longtemps, quoi. Mais en tout cas, c'était leur problème, et c'était leur pays, et puis ils réglaient leurs problèmes entre eux. Avec l'austérité, eh ben, ça complique beaucoup les choses, parce qu'on vient mettre les étrangers dans l'affaire du pays en question. Donc la troisième solution, si vous ne voulez pas du chemin de croix et si vous ne voulez pas de la solidarité budgétaire, eh ben, a priori c'est l'explosion de l'euro, parce que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est le divorce. Et là, c'est les peuples qui disent non en vérité. Donc en France, on peut rapprocher ça des problèmes de pouvoir d'achat, entre autres des gilets jaunes. Ils disent nous ça va bien, mais en réalité on aimerait bien bosser, on aimerait bien avoir les moyens de faire 2-3 trucs. Voilà. En Italie, on a eu le droit au mouvement 5 étoiles et à la Ligue, qui sont quand même des partis qui ne sont pas tout à fait du même bord, hein, et qui ont été tellement poussés par ce sentiment d'euro, anti-euro, qu'ils ont réussi à faire un gouvernement commun. C'est comme imaginer une espèce de truc Le Pen-Mélenchon au pouvoir. C'est assez exotique quand même comme objet. Mais c'est suffisamment puissant pour que ça apparaisse. Donc là, on commence à se dire, les peuples, ils disent non. Là. Bon. Et puis, pour des raisons un peu différentes, en Angleterre, on a eu le Brexit. Bon. Donc voilà ce qui se passe quand on pousse la machine. Donc je ne sais pas de quelle façon ça va se régler ça, mais en tout cas, je ne vois pas d'autre manière que ces 3 indicateurs pour que ça se règle. Alors du coup, financièrement, comment est-ce qu'on peut en profiter? Alors quand je dis comment on peut en profiter, il y en a plein qui disent « ouais, en profiter, c'est égoïste, tout ça ». En réalité, je ne vois pas la chose de la même façon. Quand vous avez un problème collectif, l'euro c'est une histoire collective,
Vous prévenez, faites une chaîne YouTube, vous expliquez, vous dites ça va pas marcher, c'est compliqué, c'est une source d'emmerdement, etc. Et puis de toute façon, les gens, ils pensent le contraire. Ils ont bien le droit, hein, et ça va dans un sens. Si vous êtes convaincu que ça ne va pas marcher, logiquement, vous vous dites, je vais éviter quand même de rester dans le train. Je vais essayer de faire autrement. Et quand on fait autrement, forcément, on se demande comment en profiter, parce que si vous sortez du train qui va se crasher, vous, quelque part, vous conservez votre richesse et vous portez mieux que votre voisin, quoi. Alors, en économie, en finance du moins, il y a deux façons de gagner de l'argent, j'en ai pas trouvé d'autres non plus. C'est soit de créer de la richesse supplémentaire ou de participer à sa création, donc c'est la création de richesse, et vous en prenez un morceau de nouvelle richesse, ok. Et puis la deuxième façon, c'est de le prendre aux autres. Pendant très longtemps, il faut bien imaginer que la croissance sur Terre économique valait la croissance de la population. Autrement dit, la croissance par tête a été de 0. Le gars qui était plus riche que la moyenne, ou qui devenait riche, techniquement, c'est qu'il l'avait pris aux autres. Hein, parce que si ce n'est pas nouveau, c'est que c'était ailleurs. Voilà. Donc si on admet qu'on est dans un monde en récession, pour gagner de l'argent, ça devient compliqué. Alors le gagner aux autres, on peut le voler, mais il y a des moyens un peu plus subtils quand même, parce que le vol, c'est pas légal, c'est pas bien, et il y a d'autres façons de faire. Donc créer de la richesse, c'est seulement possible en période de croissance. En moyenne, hein, parce que même en période de récession, vous avez des entreprises qui gagnent un peu d'argent, mais en moyenne, c'est pas possible. Si vous investissez sur le marché français alors qu'on est en récession, vous allez perdre du fric. Donc le premier titre, le premier support d'investissement pour ça, c'est les titres de propriété. Toute création de richesse, a priori, et ça par contre c'est une hypothèse, en économie vous faites des hypothèses, ensuite vous construisez un raisonnement logique et vous vous dites que si vous avez les bonnes hypothèses et si votre raisonnement logique est bon, ça devrait bien se passer pour vous. L'hypothèse ici, c'est de dire que c'est quand même les entrepreneurs qui créent la croissance. C'est-à-dire que l'entrepreneur, à la base, c'est quand même le gars qui se dit j'ai remarqué que un tel avait besoin de ça, ils ne l'ont pas, donc globalement, si je leur donne, ils seront prêts à me donner autre chose en échange. Donc ça, c'est bien ça, la création de richesse. Et je ne vois pas qui d'autre, à part les entrepreneurs, le fait de façon significative. Donc, si vous voulez participer à la création de richesse, il faut acheter des entreprises globalement ou en créer soi-même. Donc c'est ce que j'appelle les titres de propriété. Et à ce moment-là, vous lancez sur les marchés actions ou dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et quand vous n'êtes pas en phase de croissance, du coup, pour gagner de l'argent, entre guillemets, votre problème, ça ne va pas être de gagner de l'argent, mais de ne pas en perdre. Ce qui, relativement, comparé aux autres, fait que vous en gagnez. Donc, ça revient quand même à le prendre aux autres, il ne faut pas se mentir. Et là, faut surtout éviter les titres de propriété, hein, parce que les titres de propriété, ça vous donne le droit de gagner de la ressource quand il y a plus de ressources, mais quand il y en a moins, ça vous donne aussi le droit de voir vos actions ou votre entreprise être dévaluée, décotée ou qu'elle perde de l'argent. Par contre, les contrats, ça peut bien se passer. Et dans les contrats, on va trouver notamment les obligations, les devises. Vous prenez une obligation, vous dites à un État, ok, moi je t'achète ta dette, ou à une entreprise, et puis tu me rembourses tant de pourcents dans X années, etc. Que l'entreprise elle fasse un chiffre d'affaires plus 10, moins 20, tant qu'elle ne coule pas, on s'en fiche. Je veux dire, elle vous doit de l'argent et vous êtes payé. Donc en période de récession, celui qui gagne de l'argent, c'est celui qui a des obligations, pas celui qui a des actions. D'ailleurs, j'avais vu des articles là-dessus, comme quoi sur le marché, je crois que c'est sur le CAC 40, celui qui est à 100% en obligation depuis 2008, depuis 2000, il a gagné de l'argent par rapport à celui qui avait des actions, parce que le marché obligataire a explosé. Donc voilà, il y a les contrats. Et puis les devises aussi. Les devises, c'est une monnaie. Donc la différence entre devise et monnaie, c'est qu'une devise, c'est une monnaie qui peut s'échanger à l'étranger contre une autre monnaie. La monnaie, en fait, c'est jamais qu'une obligation à 0%, en fait. Quand vous avez un billet de, je sais pas, 50 livres sterling, c'est l'État anglais qui s'engage à vous donner l'équivalent de 50 livres sterling sous une forme ou sous une autre à terme.
sans durée. Donc une devise, c'est jamais qu'une obligation qui n'a pas de date de maturité à 0%. Voilà. Donc les contrats, ça peut vous permettre de vous mettre à l'abri lors des phases de récession et lorsque tout baisse, vous conservez la valeur et à la fin, si l'euro explose et que vous avez acheté autre chose qui n'a pas baissé, vous aurez l'immense joie de pouvoir acheter de l'immobilier 30% moins cher en Italie ou ce genre de choses. Donc voilà, vous êtes concrètement devenu plus riche. Donc pour les taux de change, on peut se dire que la balance Target 2, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on prend l'exemple pour les devises. Quand on veut acheter une devise, on apprécie toujours la valeur de l'euro, par exemple, par rapport à autre chose. Alors qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qui va monter? Qu'est-ce qui va baisser? Une première piste qu'on pourrait avoir, c'est de se dire la balance Target 2, elle nous donne les équilibres entre les pays. Donc du coup, ça va peut-être nous donner des indications sur ce qui va monter et ce qui va baisser une fois que si l'euro explose. Alors du coup, je vais faire un quiz avec vous. On va pouvoir se réveiller un peu. Et du coup, voilà, quand vous êtes d'accord, je vais vous donner des noms de pays, puis si vous pensez que ça va s'apprécier, vous applaudissez, et puis si vous pensez que ça va chuter lourdement, vous faites ouh. Et, comme ça, on va voir un peu ce que ça donne, et puis ça va réveiller tout le monde. Alors, la monnaie italienne, si l'euro explose, ça va monter? Ouais, il n'y a pas beaucoup qui applaudissent là. La monnaie espagnole. La monnaie allemande. Eh ben, pas forcément. Il y a un truc moche. Il y a un piège. Il y a un petit truc moche. C'est qu'effectivement, si l'euro explose, il y a fort à parier que les Italiens et les Espagnols, pour rembourser leurs soldes et puis même la dette du pays, c'est-à-dire que si la zone euro explose, ça veut dire que l'Italie, c'est, je ne sais plus si c'est 120% d'endettement, un truc comme ça bouge tout le temps à la hausse. Le taux d'intérêt sur la dette italienne va exploser. C'est-à-dire que les marchés ont dit « Oh là là, ils sont plus arrimés à l'Allemagne. Non, alors finalement, la dette italienne, ça ne vaut pas 3%, ça vaut plutôt 8 ou 10 ou je ne sais pas combien. » Donc du coup, ça veut dire qu'à un moment, ils vont planter leur dette avec. Voilà. Planter sa dette, ça veut dire que vous allez planter l'épargne des gens. Parce qu'il va falloir expliquer aux Italiens qu'une bonne partie de la dette que l'État ne peut plus payer appartient à son propre peuple. On appelle ça les retraites, entre autres. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes chances en France, si on faisait la même chose, on ne paye pas les retraites. Il y a des gens qui disent « Ouais, la dette, on ne la paye pas, on s'en fout. Ouais, » On s'en fout. On vous dit adieu aux assurances vie, aux retraites et un tas de trucs comme ça qui sont quand même plutôt sympas. Donc, après, l'Italie pourrait très bien dire « Ouais, mais les rendements, par contre, ils vont monter. » C'est-à-dire que le peu d'argent qui vous restera, l'épargne sera mieux rémunérée, ce qui est vrai. Mais en attendant, ça vaudra quand même moins cher. Voilà. Espagne, pareil. Par contre, du coup, ça va laisser des traces à long terme, tout ça. Par contre, sur l'Allemagne, ça va être un peu plus compliqué parce que eux, ils vont pas être remboursés. Et s'ils ne sont pas remboursés, il y a deux choses. Déjà, ils ne sont pas remboursés, donc il va falloir absorber un choc. Je ne sais pas trop comment ils vont s'y prendre, mais ça pourrait se faire par de l'impression monétaire. C'est-à-dire que si vous avez la dette, pour l'instant, elle est dans les comptes de la banque centrale, et puis on dit « Ouais, mais une banque centrale, elle peut avoir des fonds propres négatifs, parce que de toute façon, elle doit de l'argent à personne, c'est elle qui gère l'argent. » Et comme tout le monde sera d'accord pour dire que ça, c'est un coup, c'est pas de bol, eh voilà, on dit que les fonds propres, ils sont négatifs, et puis voilà. Bon. Sauf que le problème, ça traduit que vous avez en Allemagne des surcapacités, parce que le mark, lui, par contre, dans un premier temps, il va monter. Parce que, voilà, objectivement, aujourd'hui, la productivité allemande est largement supérieure au reste des pays de la zone. Donc, le mark augmente et vous avez des usines qui sont en surcapacité, c'est-à-dire qu'elles sont dimensionnées pour produire plus que ce que le pays peut consommer et plus que ce que ses balances commerciales peuvent absorber. Quand vous faites la somme des balances commerciales équilibrées, donc tout ce qu'on envoie par rapport à tout ce qu'on achète, et de la demande intérieure,
Ben, vous avez une industrie qui est, je ne sais pas de combien de dizaines de pourcents en plus de ça. Donc qu'est-ce qu'on leur fait faire aux mecs? C'est-à-dire que voilà, si les voitures, ils en vendent, les voitures et les machines-outils, hein, c'est principalement ça, s'ils en vendent 30% de moins, qu'est-ce qu'on fait des usines? Alors, un truc intéressant aussi, c'est que les usines, ça ne se finance pas sur 5 ans. Il y a un marché, l'industrie, c'est une activité à très forte intensité capitalistique. Il faut un max de blé pour lancer une industrie. Donc ça veut dire que les gars, ils sont endettés sur 10, 20, 30 ans ou avec des montages compliqués, etc. Mais s'ils n'ont plus de clients en face, comment ils vont rembourser leurs prêts, les Allemands? Eh ben, ça ne marche pas. C'est tous les problèmes qu'on avait identifiés il y a déjà bien longtemps avec les modèles mercantilistes, pour ceux à qui ça rappellera des souvenirs. C'est-à-dire que quand vous avez asséché, entre guillemets, toute la demande à l'extérieur et que vous êtes en surcapacité, qu'est-ce que vous faites? Donc, il vaut mieux ne pas avoir fait d'investissement comme nous en France ou en Italie, parce que le jour où ça saute, bah, vous êtes à zéro, plutôt que de vous être endetté sur les mauvais investissements où vous vous retrouvez avec des ardoises monstrueuses dont vous ne savez pas comment vous allez les payer. Donc à terme, l'Allemagne, moi, comme ça, je ne sais pas. Je suis pas fan. C'est pas forcément là que... Donc ouais, on va applaudir dans un premier temps, ça va être chouette, puis après, par contre... Donc ce qui veut dire par là, c'est que les déséquilibres qu'on a créés pendant 20 ans, il va falloir qu'ils se résorbent. Alors tout se fait, hein, je veux dire, une fois qu'on aura constaté les pertes, mis des millions de gens au chômage et dans la pauvreté, etc., la destruction schumpeterienne, la destruction créatrice schumpeterienne, ça fonctionne, hein. 30 ans plus tard, on en rigolera, hein, mais bon, les 30 ans, il faut les passer, quoi. Il y a 30 ans au début qui ne sont pas forcément très drôles. Donc voilà, en Europe, on se dit, bah, je les mets où mes sous, moi alors si ça part en cacahuète dans tous les sens, ben, c'est une vraie question. Et ben, il faut savoir qu'il n'y a pas que le riz et les pâtes dans la vie, hein. Il n'y a pas que l'euro en Europe, il y a d'autres pays aussi. Qui ont d'autres monnaies comme le franc suisse, la couronne suédoise, la couronne norvégienne, la livre sterling, etc. Et ces pays-là, eux, ils ont une monnaie, ils ont conservé leur monnaie, ce qui veut dire que leurs échanges, leur économie n'a pas été déséquilibrée par l'euro. Donc globalement, on peut se dire, bon, ces gars-là, de base, ils doivent avoir une industrie et un tissu économique un peu plus cohérent que le nôtre. Parce que là, on parle bien de cohérence. Que les gars ils soient plus productifs que nous ou pas, bien que dans la liste, là, ce soit quand même le cas, ils sont un peu plus que nous. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que eux, en tout cas, ils sont dans un état d'équilibre. C'est un truc qui marche. Alors, comment on fait pour savoir où mettre ses sous, concrètement ? Alors, il y a un outil, bon, il y en a plusieurs, hein, mais moi, c'est un outil que j'ai retenu parce que je travaille avec Charles Gave et que du coup, il a quand même un peu de recul sur ce genre de questions. C'est ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat ramenée au taux de change. L'idée de base, c'est que ce qui régule le commerce entre deux pays, c'est l'inflation. C'est-à-dire que vous avez les flux économiques qui sont là, changer des voitures, du cheddar, des pulls, des machins, ok. Mais chaque pays a sa propre inflation et le taux de change va toujours revenir s'ajuster par rapport à l'inflation. L'idée, c'est que la stabilité du commerce entre les deux pays sur la longue tendance, bah, elle est là. Quand il n'y a pas de gros cataclysme comme en Allemagne là, avec le mur de Berlin, on peut se dire que sur 40 ans, voilà, les choses sont un peu stables. Donc ce qui fait varier le taux de change, bah, ça va être l'inflation, les niveaux d'inflation comparés des pays. C'est pour ça qu'on parle des parités de pouvoir d'achat, parce que la parité de pouvoir d'achat, c'est juste un taux de change qui est ajusté avec l'inflation en fait. Voilà. Pour calculer une PPA, pour ceux à qui ça rappelle des souvenirs, eh ben on prend un panier de produits, un panier de courses, comme fait l'INSEE à l'IPC. Hein. L'inflation en France, c'est un panier de courses. Bon, il y a 200 000 prix dans le panier de courses, c'est un gros panier. Mais on a un panier de courses, et puis on compte tous les prix, et puis on regarde si ça monte, si ça baisse, et ça, c'est l'inflation. Bah là, on fait pareil, on a un panier pour tous les pays dans le monde,
Et puis on se dit, bah, mon caddie là, pour 100, mon caddie je l'achète à 100 en France, je l'achète à 105 en Angleterre, donc du coup le taux de change, bah, il est de 1,05. Voilà. Donc voilà, ça c'est la PPA. Et du coup, pour savoir si le taux de change est plus cher ou moins cher que ce que ça va valoir dans l'avenir, si le taux de change va s'ajuster à la baisse ou à la hausse, eh ben, on met d'un côté la parité de pouvoir d'achat. Donc là, je vous ai pris Japon-dollar. Je vous dirai pourquoi après, parce que pour moi, c'est un cas de conscience, cette paire-là. Et puis on se dit, voilà, on a la PPA sur le long terme. Alors, comme je vous ai dit, il faut regarder les choses à long terme. Donc là, je remonte à 77 jusqu'à 2020. Ça nous donne du champ, quoi. De 77-2017, on peut se dire qu'on a une tendance lourde. Et puis, on met le taux de change à côté. Alors, on voit qu'un coup, ça passe au-dessus, un coup, ça passe en dessous. Bon, ok. Ensuite, on divise l'un par l'autre. Et puis, le taux de change, on le divise par la PPA. On calcule la médiane. Puis, on se dit, étant donné que les choses sont stables, les relations économiques entre les deux pays sont stables à long terme, bah, on calcule une médiane, on met la moitié au-dessus et puis la moitié en dessous de tous les points de la courbe, et puis on cherche des écarts types. On dit, bah voilà, quand on s'éloigne de la médiane, 60% du temps, on va être à un écart type, c'est la zone bleue, et puis après, j'ai vu 20% du temps, donc 10% du temps, on va être dans la zone verte à la hausse, et puis quand on est au-delà de deux écarts types, on a 2% de chance que ça se produise. Et puis comme c'est une médiane sur une tendance de long terme de de commerce équilibré, bah logiquement on doit tourner autour de cette médiane à long terme. Et c'est comme ça qu'on peut essayer de savoir si une monnaie est surévaluée ou pas par rapport à une autre. Donc là typiquement on voit que le yen, bah, c'est trop bien, il faut en acheter parce que le yen il est pas cher. Donc là où il y a de la yen il n'y a pas de plaisir, donc il faut acheter du yen. Mais le souci avec ça, moi, ce qui me pose problème au Japon, c'est qu'ils sont en décroissance démographique forte et qu'à 2050 ou 2060, on attend, aujourd'hui on est à 120 millions, 130 millions de Japonais, on en attend 80 en 2060. C'est-à-dire, bah oui, ils font pas de gosses et ils veulent pas d'étrangers, je vous dis, moi. À un moment, voilà, ça marche pas, la population diminue. Et les Japonais, ils sont conscients de ça. Mais la première chose déjà, c'est de se dire que sur la tendance de long terme, là, on a un élément fort de rupture. Une décroissance démographique, c'est pas arrivé dans mon échelle de temps étudiée. Donc ça se trouve, le yen, il est complètement sous-évalué parce qu'en vrai, il vaut plus rien. C'est une possibilité quand on est sur une rupture de tendance. Donc les Japonais sont pas bêtes et eux, leur pari, ce qu'il faut voir, c'est que le Japon, c'est pas le Japon qui doit de l'argent au monde, c'est le monde qui doit de l'argent au Japon. Tous les ans, c'est 1000 ou 2000 milliards de dollars, je ne sais plus trop, qui partent au Japon. C'est-à-dire que le monde leur doit de l'argent parce qu'ils ont des investissements à l'étranger. Et du coup, bah, ils sont financés par l'étranger. C'est-à-dire que eux, le jour où ils font faillite sur leurs dettes, ils s'arrangent entre eux. Ils ne doivent rien au monde. Ce qui est déjà, voilà, c'est pas tout le monde qui peut dire ça et certainement pas nous. Et la deuxième chose, c'est de dire ouais mais nous on est vachement malins et les robots c'est notre truc et du coup on va exploser notre productivité grâce à la robotique et même si notre population elle paume 30%, et ben on va compenser parce qu'on est trop fort. Et c'est vrai qu'ils sont trop forts. La robotique dans le monde, l'intelligence artificielle et tout un tas de secteurs nouveaux, c'est le Japon en bonne place. Donc, mais c'est quand même un vrai pari, quoi. Je veux dire, quand vous avez un pays qui vous dit, moi je vais perdre 30% de ma population, mais je vais gérer, c'est pour ça que je vous dis que c'est un cas de conscience. C'est pas impossible, mais avec 250% d'endettement et tout, même si c'est en interne, ça va poser quand même quelques petits problèmes sociaux. Donc voilà, c'est un problème. Mais si vous faites cet exercice avec d'autres monnaies, et que vous vous dites, bah non, là je suis sur un secteur, une tendance historique stable, bah vous avez un indicateur. Donc ça, typiquement, c'est un outil que je donne à mes clients dans la stratégie d'investissement que j'édite tous les mois. Et donc c'est Charles Gave donc, qui a bossé le sujet. Et c'est sur ce genre d'outil qu'on se base pour donner des conseils d'investissement. Deuxième faux prix, les taux d'intérêt.
Alors celui-là, il est particulièrement vicieux parce que le taux d'intérêt, c'est ce qui fixe le prix de l'avenir. Du coup, ça prend en compte un taux d'intérêt, le risque de ne pas être remboursé. Et ça prend donc le risque de ne pas être remboursé, il y a deux cas. Hein. Il y a soit parce que le gars qui vous a emprunté de l'argent, il a fait faillite, donc voilà, il a paumé le fric. Soit l'inflation vous a mangé vos sous. Vous avez prêté à 1%, l'inflation est passée à 8 pendant 10 ans, à la fin, voilà, il vous rembourse avec rien du tout. Donc en tout cas, ça se chiffre dans le prix de l'argent qui est le taux d'intérêt. Et puis ça rémunère l'épargne. Le principe du taux d'intérêt quand même, c'est que moi mettons que j'ai 1000 balles, je me dis bon 1000 balles, je vais partir en vacances. Puis s'il y a un gars qui me dit bon moi je te le rémunère à 0,5%, l'année prochaine j'aurai quoi, j'aurai 5 € de plus, je pars en vacances quand même. Et il me dit ouais, finalement je t'en donne 10. Ah, 10, 100 € de plus l'année prochaine. Bon, à 10%, je vais y réfléchir du coup. Je vais peut-être lui prêter, quoi, si c'est un gars sérieux. Donc, le taux d'intérêt, il équilibre l'épargne et la demande d'investissement. Et ça, c'est vachement important. Parce que si jamais les taux d'intérêt, enfin, si on n'investit pas, ça veut dire que toute l'épargne est consommée. Ça veut dire que l'économie ne se renouvelle pas. Ça veut dire qu'à terme, on va détruire le capital parce qu'on ne renouvelle pas les outils de production, on ne crée pas d'entreprise. Dès qu'on a un peu d'argent, on part à l'étranger et puis on le claque, ça ne marche pas. Et à l'inverse, si on ne fait que investir, ça ne marche pas non plus parce qu'on va investir dans des outils de production, mais s'il n'y a pas de consommation en face pour rentabiliser les business, ça ne va pas marcher non plus. Donc c'est un vrai sujet en fait, d'équilibrer l'épargne et l'investissement, c'est essentiel dans une économie. Et ça c'est le taux d'intérêt qui le fait. Donc les taux d'intérêt déterminent la croissance future. Ça c'est Maurice Allais qui le dit avec sa règle d'or. Et moi je trouve ça vachement intéressant, parce que quand vous regardez les taux à très long terme, les taux d'intérêt à très long terme, ça vous donne une indication plutôt bonne de ce que va être la croissance d'un pays. Donc pour vous dire à quel point c'est clé, quoi. Si vous manipulez ce truc-là, vous manipulez la croissance du pays. Donc vous n'avez pas intérêt à vous planter. Donc si les taux sont trop bas, l'épargne est consommée et vous massacrez la croissance future. Et massacrer la croissance future, ça veut dire que vous atrophiez le tissu économique. C'est-à-dire que si les taux sont trop bas, eh bien, les entreprises ne vont pas se financer et en conséquence, elles vont devenir de plus en plus boiteuses, de plus en plus fragiles et ça va mal se passer. Si les taux sont trop hauts à l'inverse, l'économie va tourner en sous-régime par défaut d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs de qualité qui auraient pu faire des trucs, ils n'ont pas eu le capital dont ils ont eu besoin. Donc du coup, ils sont restés chez eux à regarder la télé et vous avez raté une opportunité. L'avantage de ça, quand vous avez des taux d'intérêt qui sont plus élevés que le taux naturel du marché, c'est que vous avez des entrepreneurs béton, quoi. Les entreprises qui sont là, c'est des entreprises qui ont une forte valeur ajoutée parce que c'est les seuls qui sont capables d'emprunter. Et c'était un peu le modèle allemand pendant longtemps. Les Allemands ont toujours privilégié leur monnaie avec une monnaie forte au détriment du court terme. Parce qu'à long terme, ça paye. À long terme, vous avez des entreprises solides parce que les autres ont crevé, quoi, tout simplement. Parce que si vous n'êtes pas capable de sortir du 4% de rendement, vous ne vivez pas. Donc, c'est la stratégie de certains pays, mais en tout cas, vous avez quand même une économie qui tourne en sous-régime. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les taux d'intérêt sont forcés à la baisse par les banques centrales, comme on l'a vu, parce qu'il y a trop de dettes. Si les banques centrales forcent les taux d'intérêt, c'est pas juste aussi, il y a cette histoire de cycle économique, mais c'est pas que ça, c'est aussi qu'aujourd'hui, de toute façon, elles ne peuvent pas les remonter. La France, c'est 2200 milliards de dettes, ce qui fait à peu près 100% du PIB, on va pas se mentir. Donc,
Ça, en plus, c'est pratique, 100% du PIB avec la dette, on peut comparer les pourcentages, ça va bien. Donc pour chaque pourcentage de coût de dette, de taux d'intérêt supplémentaire, le coût pour la France, c'est 20 milliards. Des taux d'intérêt historiques un peu normaux pour des obligations d'État, c'est 4-5%. Eh ben, aujourd'hui, si on est à 0, 4 points, 2 fois 4, 8, 100 milliards de trous dans le budget. Pour rappel, aujourd'hui, on a déjà un déficit de 80 milliards. Si vous en rajoutez 100, c'est même pas que ça coince, c'est que ça explose. Donc, structurellement, on ne peut pas remonter les taux d'intérêt sérieusement sans poser la question de la dette. Donc, du coup, comme on ne pose pas la question de la dette, ben on maintient les taux d'intérêt bas. Donc, ce n'est pas l'épargne qui est investie aujourd'hui, c'est de l'argent créé par les banques à cause du levier. On a des systèmes de réserve fractionnaire. Donc avant, je vous ai dit avec Maurice Allais, c'est l'épargne qui finance l'investissement. C'est pas le cas. Enfin, c'est le cas à hauteur d'un ratio de 30 en France, donc à hauteur de 3%. C'est-à-dire qu'avec 3% d'épargne, vous financez 30 fois plus de... avec 100 € d'épargne, vous financez 30 fois plus d'emprunt. Donc on ne peut plus considérer que c'est l'épargne qui finance l'économie. Donc c'est pour ça qu'on parle d'argent-dette quand on parle des emprunts. Parce que en vrai, l'épargne, enfin les prêts des entreprises, les prêts dans l'économie, c'est de la dette émise par les banques. C'est de l'argent créé. Cet argent-dette vient alimenter des bulles d'actifs ou des rachats de titres plutôt que l'investissement. Et ça, quelque part, je fais un raccourci pour dire que c'est l'équivalent de l'épargne consommée, parce que quand vous faites des bulles d'actifs, vous investissez dans rien d'utile. Une bulle d'actifs, c'est assez simple. Vous avez des business qui tournent à 4% de rendement. Si vous avez de l'argent à 2%, vous pouvez l'acheter. Voilà, donc du coup, vous faites monter le prix. Et les rachats de titres, c'est des entreprises qui se disent moi, le banquier me donne de l'argent à pas cher. Il me propose des prêts vraiment à bon tarif. Mais comme je ne sais pas quoi en faire parce que les perspectives économiques, je vois rien de génial à l'horizon, je vais faire plaisir aux actionnaires, je vais racheter les actions. Comme ça, je les rachète, ça fait monter le prix, puis les actionnaires, ils sont contents. Et voilà, moi, ça fait monter mes stock options, et globalement, ça fait plaisir à tout le monde. Sauf qu'une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui maltraite, met en danger sa croissance à long terme. Donc ça revient à l'épargne consommée, ça ne va pas dans l'investissement. Du coup, la grande conclusion de ce faux prix des taux d'intérêt, c'est qu'on est en train d'atrophier les tissus économiques. Et il y a un truc que je trouve assez génial, moi je suis surpris qu'on n'en parle pas plus, c'est qu'en économie, on parle des entreprises zombies. Ça vend du rêve. On vous dit, ouais, en Europe, il y a 10% d'entreprises zombies. Il faut dire, oh, c'est quoi ça? Une entreprise zombie, c'est une entreprise qui paye plus de taux d'intérêt, enfin d'intérêt sur sa dette, qu'elle ne fait de marge. Donc c'est une entreprise qui est virtuellement en faillite. Je dis virtuellement parce que vous pouvez avoir du cash, vous pouvez vous refinancer par l'emprunt avec des emprunts moins chers. Vous avez des trucs et astuces pour survivre un certain temps. Mais globalement, vous n'êtes pas dans un business tenable quand vous êtes zombifié, comme son nom l'indique. En Italie, on parle de jusqu'à 20% d'entreprises zombies. Ça commence à ressembler à Walking Dead là, à ce stade. Et en Europe, on parle d'un taux qui s'approche de 10%. 10% de zombies parmi nous, moi ça me fait pas rêver. Et après, on a des politiques qui nous disent je comprends pas, mais la croissance elle est pas là. Chaque année, ça devient un peu plus foireux et on cherche, on comprend pas, on se dit mais c'est dingue ça, on envoie plein de pognon dans l'économie, on a imprimé des milliers de milliards et puis on n'a toujours pas de croissance. Et puis en plus, quand on regarde de près, la croissance, c'est moche parce qu'on peut dire qu'elle est achetée. parce que oui, on injecte des milliers de milliards, donc ils tournent un petit peu. Donc ça crée un peu de croissance. Mais le problème, c'est qu'on est sur des ratios de fou. On met 2-3 euros pour 1 euro de croissance. Alors on se dit, ça augmente mes bulles et ça marche pas. Enfin, je comprends pas. Et voilà, le problème c'est ça, c'est que quand on dit on ne voit pas les effets parce que finalement le soleil se lève toujours à l'est et se couche toujours à l'ouest, donc tout va bien,
Non, le problème, c'est qu'on a des tissus économiques qui s'atrophient. Et en Europe, en plus de s'atrophier, on a des déséquilibres, à savoir qu'on a des déficits d'investissement en Italie et qu'on a des surcapacités en Allemagne. Mais quand on conjugue les deux, ça devient compliqué. Et le problème avec la dette, parce que si la dette n'était pas un problème, on pourrait se dire, bon, bah, tant pis. Mais le problème avec la dette, c'est que ça crée la dette se concentre en fait dans des bulles sur certains actifs. Et ça fragilise l'économie. Parce que quand vous êtes endetté, si vous avez des chocs temporaires, d'inflation, de je sais pas quoi, ben vous êtes beaucoup plus fragile. Donc plus vous êtes endetté, plus vous êtes sur la sellette. C'est un truc que tout le monde comprendra assez facilement, quoi. Donc là, du coup, ça devient compliqué, quoi. Alors on se dit comment en tirer parti. Alors là, c'est plus dur. Parce que ça, c'est un phénomène mondial en plus. Et il y a un dicton que j'aime bien qui dit que lorsque l'argent n'est pas cher, tout est cher. Alors ça mérite un peu de s'expliquer. Quand le prix de la dette, le prix de l'emprunt n'est pas cher, ben ça veut dire que vous pouvez vous endetter plus facilement. Vous pouvez lever plus d'argent. Typiquement pour le logement, si vous avez un appartement vous avez un budget de, je sais pas moi, 700 € par mois, bah avec 700 € par mois, vous pouvez lever beaucoup plus d'argent pour acheter à 2% ou à 1,5% qu'à 5%. Donc du coup, le prix de l'immobilier a tendance à monter. Puis par une étrange curiosité qui s'explique parfaitement, on se rend compte que le prix de l'immobilier a commencé à exploser dans les années 2000, au moment où on a commencé nos politiques monétaires non conventionnelles et les taux d'intérêt à zéro. Donc quand on a commencé à massacrer les taux d'intérêt, bizarrement l'immobilier s'est envolé. Et puis c'est pas envolé que chez nous, quoi. Donc voilà, lorsque l'argent n'est pas cher, tout est cher. Alors il y a un truc qui est pas mal, c'est de se dire, bon bah au final, il faut essayer de désynchroniser la chose et pour en profiter, on peut s'endetter aujourd'hui et on achètera demain. Moi, à titre personnel, c'est ce que je viens de faire. Dire à ma femme, bah tiens, on va se racheter nos propres biens immobiliers, aller voir le banquier, et puis on va lui monter une opération en disant ouais, moi je rachète les parts, machin, tout ça, ça reste chez nous. Hein. Mais du coup, vous faites un emprunt, et voilà, vous avez vos 100, 200, 300 000 balles, et puis vous vous empressez de surtout rien en faire. Quand vous empruntez à 1,5%, il faut comprendre que la banque ne gagne pas d'argent. Je veux dire, rien que les coûts de gestion sur une assurance vie ou à la banque, vous en avez entre 0,5 et 1% de coûts de gestion. Ensuite, vous avez la rémunération du risque, la rémunération tout court. Enfin, ça ne marche pas. À 1,5, les banques ne gagnent pas leur vie. Elles font des prêts immobiliers parce qu'elles sont obligées, puis ça leur permet de capter des clients. Mais voilà, aujourd'hui, elles perdent de l'argent avec ça. Donc ça peut pas non plus durer à vitam aeternam. Donc une solution, c'est de s'endetter aujourd'hui. Vous dites ah tu as de l'argent à 1,5, tiens bah donne. Vous voulez en faire quoi? Bon, on verra, t'inquiète. Ça on en reparlera plus tard. Ça c'est une solution. La condition quand même, c'est de pas laisser l'argent dans la banque. Hein. C'est-à-dire que si vous savez que le gars qui vous prête l'argent, il a quand même la corde au cou, vous évitez de laisser vos avoirs chez lui, quoi. Voilà. C'est un instinct de survie minimum. Donc l'idée c'est j'en fais quoi? Parce que je ne vais pas mettre tout ça sous mon matelas, parce que ça fait beaucoup de sous. L'idée derrière c'est de privilégier, de trouver des actifs qui conservent la valeur et du coup qui n'ont pas de rendement, puisque de toute façon dans un monde où les taux d'intérêt sont à zéro, le rendement a disparu. Donc vous allez chercher juste des trucs qui conservent la valeur et qu'on ne peut pas vous piquer, quoi. Voilà. Parce que l'idée c'est que quand les taux d'intérêt seront remontés, si les taux d'intérêt immobilier remontaient à 5%, avec un prêt à 1,5, vous auriez une capacité d'achat 30% plus élevée. Donc sur 20 ans. Donc vous avez une décote, une remise de 30% sur l'immobilier et sachant, voilà, c'est toujours intéressant, quoi. Donc dans les actifs, il y a l'immobilier dans les villes moyennes,
C'est-à-dire que les bulles d'actifs, elles se forment là où à la base il y avait du rendement quand même, ou une tension entre l'offre et la demande très forte. C'est le cas des grandes villes comme Paris, on n'en parle même pas, Lyon, Marseille, Bordeaux, même Grenoble. Mais après, quand vous allez dans les villes plus petites, les moyennes, les Angers, les Troyes, les trucs comme ça, ou même à la campagne, ben vous n'avez pas ces bulles sur l'immobilier parce que la tension entre l'offre et la demande n'est pas suffisante et puis tout simplement il y a de la place quoi. Enfin, je veux dire, on ne manque pas de foncier à Tourcoing quoi, tout simplement. Donc l'immobilier dans les villes moyennes, il y en a qui le font et c'est pas bête. Vous avez l'or et puis après vous avez tout ce qui relève des contrats. Les devises, les obligues. Alors les obligations, pas dans les pays dont on a parlé, hein, évidemment. Il faut quand même trouver des pays qui sont quand même un peu capables de rembourser, quoi. Mais il y en a. Voilà, donc c'est pour ça qu'en termes d'obligations, à mes clients, je leur recommande des obligations chinoises. Parce que les Chinois, aujourd'hui, c'est les seuls qui ont à peu près une perspective, un plan de gestion de leur monnaie à long terme qui soit intéressant. Ils ont une économie, ils sont en train de structurer en fait la zone asiatique autour d'eux. Ce que fait la Chine en ce moment, c'est tout à fait passionnant. Et on passe à côté comme des buses, on n'en entend absolument pas parler. Mais depuis 2008, il y a eu un facteur en 2008 où les Chinois se sont dit « Oh là là, les dollars c'est compliqué, les euros, on n'a toujours pas compris ce que c'était que l'euro. » Bon, ils savent bien que le déficit, enfin l'excédent commercial qu'ils ont avec le dollar aujourd'hui, ils ne l'auront pas pour toujours parce que les Américains et les Européens n'auront pas toujours la capacité de leur acheter leur production. Donc ils sont juste en train depuis 2008 de faire converger, d'arrimer les monnaies asiatiques sur le yuan. Et ils sont en train de l'organiser, ils sont en train d'organiser leur zone monétaire déconnectée du dollar. Et ils sont en train aussi accessoirement d'accumuler des milliers de tonnes d'or. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, dès qu'ils voient un peu d'or, ils le ramassent, ils le foutent dans un coffre. Ils encouragent même la population à en acheter. Vous avez des photos assez géniales où vous mettez distributeur d'or Chine. Vous avez des distributeurs où vous mettez, je ne sais pas combien de yuan, 13 000, ouais, vous mettez 10 000, 50 000 yuan dans la machine et puis elle vous sort un panda. Enfin, bon, panda, c'est les pièces d'or chinoises. Vous avez des distributeurs d'or dans les rues, dans les magasins, quoi. Voilà. Parce que la Chine se dit tout l'or qui est acheté par ma population d'une façon ou d'une autre, je saurai où le trouver s'il y a besoin, quoi. Voilà, tant que c'est en Chine, c'est intéressant. Et puis, ils ont racheté beaucoup de mines d'or. Toute la production d'or de Chine, ça va dans leur coffre. Ça passe pas par la case marché, ça passe directement chez eux. Ils rachètent comme des tordus. Alors on se dit, bon, ouais, ok. Mais a priori, ils ne le font pas pour rien. Enfin, il va quand même y avoir une idée à long terme. S'il y a un truc quand même que les Asiatiques et la Chine surtout sait bien faire, c'est de la planification à long terme. Ils ne sont pas trop embêtés par les élections à 5 ans en Chine. Vous voyez, c'est pas Xi Jinping, a priori, il est là pour un petit moment et le parti unique, voilà, je crois qu'ils n'ont pas trop prévu de changer de système dans les années qui viennent. Donc il y a une perspective à long terme et il y a un projet. Donc les obligations chinoises, nous, avec Charles Gave, on se dit que c'est pas trop con comme idée, quoi. Ça devrait fonctionner. Et en parlant, voilà, un spécial warning, une mention spéciale, attention à ne pas mettre les pieds, c'est bien le système bancaire européen. Parce qu'avec les faux prix dont on a parlé, ce sont des faux prix sur l'argent. Ça impacte directement le tissu économique. Et qui finance l'économie ? Les banques. Donc le système bancaire, c'est vraiment énormément de gens se demandent si le coût ne va pas partir du système bancaire une fois de plus. Sur le graphique, vous voyez, alors en rouge, vous avez les indices des banques américaines et Charles Gave a tout mis en base 100 en 2011 au moment où il commençait à avoir du rififi avec l'euro. Et l'idée derrière ça, c'est de dire que comme il y a eu une grosse chute des valeurs en 2011 bancaires, logiquement depuis ça a dû évoluer. On voit que les banques américaines se sont tout à fait remises de cette crise puisqu'elles ont fait 2,5 fois leur valeur depuis 2011. Donc bon, c'est reparti. Les banques européennes
C'est plus embêtant, ils n'ont même pas retrouvé leur niveau. Pour aujourd'hui, on est à presque 20% de valo en moins sur le système bancaire européen. Et quand on regarde dans le détail, il y a Unicredit et Deutsche Bank. Deutsche Bank, c'est juste un monstre, c'est juste monstrueux. Une des plus grosses banques de la planète. Alors elle fait flipper tout le monde. Mais à un point, vous n'imaginez pas le nombre de gens que ça doit empêcher de dormir. C'est-à-dire qu'elle a perdu 75% de sa valeur depuis 2011 et ça continue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent des trucs qu'on ne sait pas. Quand sur les marchés, une action s'effondre en permanence et qu'on ne comprend pas pourquoi, c'est qu'il y a des gens en tout cas qui ont compris pourquoi. Et une dévaluation pareille, ça ne peut pas être bon signe sur une des plus grosses banques dans le monde. Donc moi personnellement, le système bancaire, qu'il soit européen, japonais, américain ou ce que vous voulez, j'y mets pas les pieds parce que le problème du système bancaire, c'est qu'ils sont tous interconnectés les uns aux autres comme on l'a vu en 2008. Donc le jour où il y a vraiment un problème sur le système bancaire, surtout si c'est la DB ou Unicredit, mécaniquement, voilà, tout le monde sera au courant. Et quand je dis tout le monde, c'est au sens littéral. Donc voilà, les bancaires aujourd'hui, faites ce que vous voulez, mais moi j'y vais pas. Alors à quoi s'attendre dans le futur? Parce que maintenant on a vu qu'on avait des faux prix et que c'était compliqué, mais qu'est-ce qu'on fait dans le futur? Comment on peut voir l'après, si on essaye d'imaginer? Alors c'est compliqué d'imaginer l'après, parce que autant on est sur une tendance longue qui s'achève, comme on l'a vu là avec des courbes de taux qui ont commencé à diminuer de croissance d'intérêt depuis 1980, et puis là on arrive à zéro, donc on dit bon, à zéro du coup on peut un peu imaginer tout ce qu'on vient de se dire. Mais maintenant après qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, bon, voilà, la crise se passe, il se passe un gros truc, et après quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est une vraie question, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce à quoi on s'est attaqué, c'est les prix de l'argent. Le prix de l'argent, c'est bon, on les a tués. On a tué les taux de change en Europe et on a tué le prix de l'argent en Europe aussi et aux États-Unis. Donc le dernier truc qui reste après ça, c'est la confiance dans la monnaie. Déjà, pour avoir confiance dans une monnaie qui vaut zéro en termes de taux d'intérêt, faut déjà y aller. Mais reste encore qu'on a confiance dans la valeur d'un billet de 50 € quand on va chez le marchand. Donc logiquement, à la prochaine crise, comme les gars, ils ont déjà des taux d'intérêt à zéro, ils ont déjà des dettes explosives et qu'on est au milieu de tout ça, ben, ce n'est pas ces deux leviers-là qu'on va utiliser. Donc il nous reste vraiment que la monnaie. C'est-à-dire que l'ultime rempart, l'ultime atout d'une banque centrale aujourd'hui, c'est de dire eh ben, j'imprime. Et quand on imprime, d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit un QE, un LTRO, ils trouveront sûrement un nom très intelligent à ça. L'hélicoptère monnaie, là, comme disait Ben Bernanke. L'hélicoptère monnaie, c'est un ancien président de la Fed, de la Banque centrale américaine, qui disait « Moi, de toute façon, le jour où il y a vraiment un risque de dépression, je suis prêt à balancer du fric dans les rues pour que l'économie reparte. » Mais vraiment, c'est ce qu'il disait, parce qu'il n'y a rien de pire que la déflation. Sauf que balancer du fric dans les rues, la contrepartie de ça, c'est qu'à la fin de la période, vous avez tué votre monnaie. Les gens n'ont plus confiance dans la monnaie. Et ne plus avoir confiance dans la monnaie, ça veut dire qu'on parle de tous les sujets qui fâchent en même temps. C'est-à-dire que la dette, on dit « Ouais, mais alors ta dette, du coup, là, elle est exprimée en euros qui ne valent plus rien, donc je ne sais pas combien, je ne sais pas ce que… Donc finalement, j'en veux pas. Donc toi, tu as paumé, toi, tu as gagné. » Et ça ne se fait pas forcément de façon très organisée. Donc remettre à plat un système monétaire, ça peut partir dans tout un tas de faisceaux différents dont on ne connaît pas l'issue à l'avance. Nous, moi perso, on a bien une idée autour de la Chine qui pourrait reprendre la balle au bond avec son or, etc. Mais nous, en Europe, ça ne va pas nous aider des masses pour régler nos problèmes internes. Donc voilà, le problème du futur, c'est que là, on a un voile, on a une singularité, comme diraient les astrophysiciens. C'est au-delà de la singularité, là, du trou noir, on ne sait pas comment ça va se passer. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on est un peu raisonnable, et on a vu que les gens savaient être très raisonnables au niveau mondial en 2008, parce qu'en 2008, tout aurait pu partir en sucette très rapidement parce que le système bancaire était gelé, était complètement par terre, ils ont trouvé des solutions pour se parler très rapidement. Donc,
C'est pas dit non plus qu'on ne trouve pas des solutions fortes. Hein. Je veux dire, une fois que vous avez dit aux gens, votre retraite, on vous la payera qu'à moitié, votre assurance vie a disparu, tout ça. Enfin, bon. Mais si on arrive à refonder un système monétaire, ça peut se passer, quoi. Et de toute façon, ça se passera parce que le monde ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire surtout là-dessus, c'est que tout ce que vous apprenez durant vos années d'études, là, il y a de bonnes chances pour que ça ne corresponde pas au monde de demain. Ah oui. Donc du coup, en conclusion, ce que je dirais, c'est que a priori, je pense que l'avantage quand on est étudiant et qu'on est jeune aujourd'hui, c'est plutôt de cultiver le doute, les questions, d'apprendre à réfléchir, d'essayer de se dire comment je fais pour modéliser une situation, comment je fais pour me poser, pour me questionner, pour me poser les bonnes questions, plutôt que de cultiver des certitudes. Parce que je sais que c'est très facile quand on est étudiant de se dire ah bah ça marche comme ça, donc j'applique, donc si, donc là. Non, il y a de très grandes probabilités pour que le monde change fondamentalement, surtout dans la finance. Donc voilà, bon courage et merci beaucoup. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.